Merci. Alors, je m'excuse d'avance, je pense que le ton sera différent de d'habitude. Je me suis levée du pied gauche ce matin. Je vais revenir sur le sophisme de tout à l'heure. Le fait que des poisons naturels existent, ce n'est pas un argument pour justifier que des poisons industriels existent aussi. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que nombre d'industriels se retranchent derrière la stricte loi, et comme l'a rappelé notre collègue Michel Crouzet, la loi ne peut pas interdire une substance tant qu'on n'en a pas prouvé la toxicité. Ce n'est pas à l'industriel de prouver l'innocuité, ce qui pose quelques problèmes et ce qui arrange certaines affaires. Ce système aujourd'hui ne me convient pas personnellement, et les réponses que nous font certains industriels, pas tous, certains semblent être de bonne volonté, mais il y a des réponses moi qui me désespèrent et qui me convainquent qu'il y ait des choses à changer en profondeur dans ce système-là. Moi je voulais revenir sur les recommandations de l'ANSES sur la quantité de sel dans le pain. Donc monsieur l'a rappelé tout à l'heure, elles ont été émises en 2002 et 16 ans plus tard, vous nous dites on n'y est pas encore, mais on est en bonne voie. Vous aviez l'air de vous en réjouir, je sais pas moi, parce qu'on est sur un problème de santé publique sur la consommation de sel. Alors il n'y a pas que la boulangerie, il n'y a pas que le pain, il y a les aliments transformés et ultra transformés. Moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à mes proches, c'est d'éviter la consommation de produits transformés et ultra transformés. J'aimerais savoir s'il faut que je rajoute la consommation de pain dedans. Il y a eu des recommandations, des incitations depuis 2002. En 16 ans, ce n'est pas atteint, il n'y a pas de quoi se satisfaire. Alors j'entends bien que ce sont des recommandations. J'entends bien qu'il n'y a pas d'obligation, mais ma question, c'est est-ce qu'il va falloir en passer par des obligations parce que je crains que si on ne passe pas par une obligation, l'incitation, on le voit bien, ne suffit pas. En 16 ans, on en est encore loin. On en est encore loin. Voilà. Moi, je ne me satisfais pas de ce que vous nous avez annoncé tout à l'heure en disant on est sur la bonne voie. Je pense qu'en 16 ans d'incitation, il y avait largement le temps de pouvoir arriver aux recommandations de l'ANSES. Voilà. Merci pour votre réponse. Merci Madame. Pour répondre à votre question, les aliments qui contribuent le plus à l'apport de sel dans l'alimentation, effectivement, l'aliment qui est le premier contributeur en sel, c'est le pain, effectivement. On partait à peu près... Alors, il y avait comme source d'information sur le pain, vous avez plusieurs choses. Vous avez notamment les enquêtes réalisées soit par Ocali, qui est donc un office inter-agence entre la DGCSRF et l'ANSES, si je ne me trompe pas, et la DGAL, et également les enquêtes INCA, qui sont réalisées à période assez éloignée, puisque ce sont des très grands échantillons, et il faut du temps pour voir les évolutions entre deux enquêtes. Donc effectivement, beaucoup de secteurs alimentaires ont fait des progrès. Je ne vais pas parler pour eux, je ne suis pas leur porte-parole à tous. Beaucoup ont fait des progrès en termes de diminution de sel dans les produits. En ce qui concerne le pain en particulier, l'offre du pain, elle a quand même quelques caractéristiques qui expliquent que ça ne se fait pas complètement du jour au lendemain. Vous parliez, Monsieur Prudhomme, tout à l'heure, Monsieur le Président, des 30 000 points de vente de boulangerie. Donc en fait, effectivement, alors il n'y a pas de chiffre complètement officiel là-dessus. Il y a à peu près effectivement 30 000 points de vente artisans en France, revendiqués par les professions de ces secteurs, plus les points de vente en GMS, ou d'autres situations. Les différents systèmes de commercialisation s'interpénètrent également, puisque les boulangers artisans font de plus en plus de snacking et proposent de la restauration type sandwich. Et puis également, vous trouvez du pain en grande surface avec un étiquetage complet. La différence entre les deux étant effectivement que le préemballé
doit être étiqueté. Et donc, par exemple, alors ici, c'est pas vraiment du pain, mais sur la partie pain, ici, il y a une mention qui est faite sur la mention du sel dans la partie pain, pas sur les produits en libre service, pas en libre service, mais en vente non préemballée, pardon. Le problème, c'est le pain. Pourquoi alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les boulangers essayent de modifier leurs recettes, ça, ils le font. Ils font plus qu'essayer. Et effectivement, ils proposent, de plus en plus nombreux, de baisser la teneur en pain dans les produits. Ils arrivent assez facilement à aller jusqu'à le point de recommandation de l'ANSES. Donc on est peut-être passé de 22-23 grammes à quelque chose qui est plutôt proche des 19 aujourd'hui et qui est quand même très proche des 18 grammes de sel dans le pain. Donc on n'est pas si loin que ça. On n'est pas en train d'augmenter la quantité de sel absorbée par nos concitoyens. La quantité de sel diminue avec pas mal d'autres produits, mais il faut aussi qu'on fasse évoluer le mode de consommation. Est-ce que vous mangez le pain tout seul? Qu'est-ce que vous mettez dessus? Si vous mettez énormément de sel avec quelque chose que vous rajoutez sur le pain, ça ne va pas aider. Donc il faut arriver à penser l'alimentation comme un ensemble un peu plus global. On nous le dit sur les aliments, il y a des systèmes d'indication nutritionnelle sur les aliments. Ça ne suffit pas de les considérer un par un. Il faut considérer l'alimentation dans son ensemble et l'alimentation équilibrée, qui est la recommandation nutritionnelle. Sauf que la première source est quand même le pain. Donc c'est vrai, un peu compliqué. Alors sur les habitudes de consommation, je pense que la collègue a raison. En 16 ans, quand même, c'est assez incroyable. Nous, on a rencontré des gens qui nous ont dit mais le pain et le goût des gens sur 5, 6, 7, 8 ans, on peut diminuer d'un pourcentage significatif chaque année jusqu'à temps d'arriver à 50% de sel contenu en moins sans que la perception gustative ait évolué. Donc en fait ça pose la question, cette affaire du sel, de l'engagement volontaire en fait. Et c'est toujours ça qui revient, c'est est-ce que l'engagement volontaire aujourd'hui suffit à faire que notre alimentation aujourd'hui soit meilleure pour notre santé? Parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité. Alors au niveau, on va dire, organoleptique, vous nous avez souvent répété, voilà, on a des aliments qui sont plus sûrs parce qu'on meurt moins d'intoxication, etc. Mais si, effectivement, je ne meurs pas d'une mort violente d'intoxication aujourd'hui en ayant ingéré un aliment, ce qui semble poindre quand même, et là, les études se succèdent chaque semaine, et au fil de nos auditions, mais aussi au fil des études qui paraissent, c'est que l'alimentation aujourd'hui, elle n'est pas saine pour notre santé. Et les épidémies qui avancent aujourd'hui à grands pas, 15% de la population qui est sur de l'obésité, l'épidémie qui va être énorme sur le diabète. Voilà, ça c'est pas des vues de l'esprit aujourd'hui. Hein, donc, si tu veux compléter. Non, pardon. Merci. Oui, pour compléter, effectivement, c'est tout simplement la question qui se pose à nous, législateurs, aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut compter, comme vous l'avez dit, sur la bonne volonté des industriels pour aller dans un sens, dans le sens d'une alimentation plus saine, ou est-ce que, en tant que législateur, on doit finalement toujours en passer par la contrainte et éventuellement même faire évoluer le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut prouver après coup la toxicité et voire même faire évoluer les tests de toxicité, puisqu'on nous a expliqué assez simplement, le CNRS, etc., qu'aujourd'hui les tests de toxicité n'étaient peut-être plus à la page et méritaient peut-être une modernisation pour tenir compte de tout un tas de paramètres qui n'existaient pas quand ils ont été créés. Donc la question, c'est, en tant que législateur, est-ce qu'on peut compter sur les industriels dans leur bonne volonté, ou est-ce qu'il faut qu'on en passe par la loi? Voilà.
En fait, la difficulté de votre question, c'est que nous, on est 3 secteurs qui vendons aux entreprises de l'agroalimentaire. On est en B2B, comme on dit. C'est que nous, on n'a pas des produits qui vont se retrouver directement sur les rayons du consommateur. En tout cas, pour les arômes, c'est le cas. On est vraiment, nous, sur les produits qui rentrent à l'intérieur. Donc, votre question, c'est un peu à l'ANIA qu'il faudrait la poser, finalement, et aux différents secteurs, en fait, et des engagements volontaires. Il y en a eu. Je ne vais pas répondre à leur place, hein, mais clairement, il y a des engagements volontaires qui ont eu lieu dans de nombreux secteurs. Et aujourd'hui, il faut leur demander qu'ils puissent vous donner des exemples. Nous, c'est un peu compliqué de vous dire, de répondre à votre question aujourd'hui. Après, oui, rassurez-vous, on a posé la question à l'ANIA, mais la question de l'engagement volontaire, elle revient. Alors, j'entends votre réponse, vous dites, bah, nous, on fait que fournir. Bon, ça soulève quand même la question des procédures aujourd'hui aussi d'autorisation, des tests de toxicité. Je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que ça vous semblait suffisant, la manière dont tout ça a été autorisé et sur la transparence aussi de ce qui était transmis en amont aux autorités de contrôle. Bon, il y a aussi une part de votre responsabilité de producteur d'additifs alimentaires. J'entends que c'est pas vous qui, quoique, il y a des recommandations, mais c'est pas vous qui tenez la main de l'industriel pour mettre 30 additifs dans sa pizza. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des procédures d'évaluation qui posent question aujourd'hui. Et sur le rôle du législateur, bien sûr qu'on va je pense qu'on va se pencher très sérieusement sur comment on va remettre un cadre pour que le taux de sel voilà, soit pas sur un engagement volontaire, puisque ça a fait la preuve de son échec, mais aussi comment en amont, sur les additifs que vous commercialisez, on ait une entière confiance sur leur innocuité. Et aujourd'hui, on n'a pas de garantie de ce côté-là. Et juste pour compléter, 335 additifs autorisés, moi, la question c'est combien il y en a en ce moment dans vos cartons pour remplacer ceux qui seront bientôt interdits? Alors, sur les additifs alimentaires qui vont peut-être voir leur autorisation retirée pour défaut d'utilisation et d'intérêt technologique, ils ne sont pas sur des additifs alimentaires pour lesquels nous avons des adhérents au SYMPA. Aujourd'hui, les adhérents du SYMPA, leur additif alimentaire a été réévalué, donc ils sont passés au contrôle technique et le contrôle technique a réaffirmé l'innocuité de ces ingrédients. Et donc, puis, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont en attente, en phase de préévaluation pour élargir votre catalogue? Je pense, pour répondre à votre question, et puis du coup je vais aussi répondre à votre question, Madame la députée, sur l'enjeu de l'obésité, c'est que l'alimentation des Français soit meilleure. Moins gras, moins salé, moins sucré. Et puis il y a aussi le deuxième pilier qui est l'activité physique, dont on a parlé tout à l'heure, que les femmes se détournent de l'activité physique depuis 10 ans. Donc nos entreprises peuvent proposer des solutions pour accompagner les entreprises alimentaires face à ces défis-là. Si on propose un aliment moins salé, va se poser la question de son goût. Donc peut-être qu'il serait intéressant d'utiliser un arôme, une épice, pour que le goût soit là. Si on souhaite travailler sur des textures moins sucrées ou moins salées, on regarde à quoi sert le sucre ou le gras ou la matière grasse dans la recette. Et le rôle peut être d'apporter de la texture. Donc là, on peut avoir des ingrédients qui vont apporter cette texture-là. Je pense par exemple aux fibres, par exemple. Et puis sur la question d'améliorer également la qualité nutritionnelle de l'alimentation, notamment sur les points de carence dans l'alimentation des Français. Nous ne consommons pas suffisamment de vitamine D. Sur la consommation en fibres, la consommation des adultes, qui a été soulignée par l'enquête de consommation 1K3, est à 20 grammes par jour, alors qu'on devrait être à 30 grammes par jour. Donc, vous l'avez vu, changer les habitudes alimentaires, ça prend du temps. Donc, on peut consommer des céréales complètes, et peut-être que pour se rapprocher de ces 30 grammes par jour, ajouter des fibres dans l'alimentation peut aider à y contribuer. Et puis, je pense aussi sur le point des oméga 3, que nous ne consommons pas suffisamment. Il y a des startups dans notre pays qui se développent pour obtenir des oméga 3 à partir de microalgues.
Et dans ce cadre-là, ils peuvent être amenés effectivement à déposer des dossiers de demande d'autorisation parce que ce sont des ingrédients nouveaux pour le consommateur européen et ils le font au titre du tiroir réglementaire qu'on appelle Novel Food. Donc oui, les entreprises alimentaires, nos entreprises en tout cas dans le domaine des ingrédients alimentaires de spécialité, peuvent avoir des projets de recherche pour apporter des ingrédients d'intérêt nutritionnel et comme solution aux entreprises alimentaires qui souhaitent travailler sur la qualité nutritionnelle de leurs aliments. Et si je peux me permettre de compléter, on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites tout à l'heure. On est tous partenaires de l'industrie alimentaire. Tous nos trois syndicats sont adhérents de l'ANIA. Donc clairement, on a un travail en commun. On est partenaires pour une alimentation qui soit de meilleure qualité, plus saine, plus durable, sur des volets différents, parce que nos ingrédients ont des intérêts différents, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est 3 syndicats différents également. Donc on a clairement tous un rôle à jouer pour améliorer la qualité alimentaire. Et on y travaille tous à notre niveau, avec nos moyens qui ne sont pas non plus très élevés. On est des petits syndicats, on a des petits budgets, on n'a pas beaucoup d'adhérents, hein, comme vous avez pu le constater. Donc clairement, oui, vous mentionnez des très gros aussi tout à l'heure. C'est quand même pas à l'image de l'industrie, l'aromatique, c'est 90% de PME, dont la plupart, c'est une dizaine de salariés, une vingtaine de salariés. Donc c'est quand même des petites, voire très petites entreprises. On a quelques très gros, on ne le nie pas, hein, vous avez les adhérences sur notre site internet, hein, mais on est à l'image de l'agroalimentaire avec des petites entreprises qui œuvrent chaque jour pour apporter une alimentation de qualité aux consommateurs français, selon le moment de consommation qu'ils recherchent, selon le plaisir qu'ils recherchent aussi, parce qu'il faut penser à la diversité alimentaire également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on peut avoir besoin d'une eau aromatisée pour se désaltérer, mais ce soir, si on a envie de se faire plaisir, de manger quelques chips aromatisés, je pense qu'on ne peut pas se reprocher non plus l'importance, c'est l'équilibre et la pédagogie qu'on fait sur l'alimentation auprès des consommateurs. Oui, c'est pas d'interdire les chips aromatisés. L'important, c'est que ce qui contienne ne soit pas effectivement nocif. Alors, j'entendais nos clients demandent des agents de texturants donc on leur fournit effectivement. Donc c'est là que vous avez répondu. Tout ça marche de pair, puisque des agents texturants, ça veut dire qu'on en a besoin aussi sur de l'alimentation transformée ou ultra transformée, et dont on voit aujourd'hui aussi les limites. Alors voilà, c'est un peu différent, effectivement, il y a du CIFAB, où là on est plus sur un autre type d'additif, on va dire, mais donc c'est des problématiques un peu différentes. Mais pour autant, il y a un enjeu qui est commun, qui est sur celui du modèle alimentaire aujourd'hui qui est promu et bon, voilà, en fait, de fait, on se rend compte que vous répondez aussi à la demande de cette industrie agroalimentaire. Donc voilà, ça nous intéressait aussi d'avoir votre point de vue sur le rôle que vous pouviez avoir à jouer, et aussi parce que c'est un peu aussi une facilité que de dire nous on répond à cette demande-là, d'être proactif et d'engagement volontaire, à dire bon mais là maintenant il y a une forte demande sociétale de sortir du coup d'additifs qui posent réellement des problèmes. Alors vous m'avez répondu sur le dioxyde de titane, il n'y a pas de producteur chez nous, mais je suis sûr que si on regarde un petit peu, dans la liste des additifs qui sont aujourd'hui en question, il y en a sans doute qui sont produits par vos entreprises. Donc voilà, c'est visiblement, il n'y a pas une très très grande volonté d'être proactif, de ce principe de précaution que mentionnait la rapporteure, et d'aller vers quelque chose qui est aujourd'hui une demande forte pour avoir vraiment pas cette sécurité alimentaire, parce que c'est la notion organoleptique, moi, que je réfute un petit peu, mais c'est d'avoir quelque chose qui est bon pour notre santé d'une manière générale.